Salut Lucie. Hello Carrie. Ravie de t'avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Tabou mais utile. Ravie aussi. Merci d'avoir accepté de nous partager ton histoire. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, comme je te le disais, touche tellement de monde aujourd'hui, enfin de plus en plus en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu exponentiel et in fine, personne n'en parle toujours. C'est toujours très complexe de trouver de la documentation. Comme beaucoup de sujets, beaucoup trop. Hyper complexe de trouver de la documentation sur les parcours de PMA solo. Ouais. Que toi t'es en train de vivre en ce moment et dont on va parler un petit peu plus en détail si t'es ok de nous partager. Avec plaisir. Tout ça. Bon, je te laisse commencer par le commencement, le début de ta vie, si tu peux nous partager ton histoire sans rentrer trop dans le détail, mais globalement, qu'est-ce qui a fait que tu es aujourd'hui la Lucie que tu es ? Moi j'ai une vie plutôt classique en soi, j'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai grandi dans une famille assez classique, mes parents ont divorcé à 10 ans mais comme classique shit j'ai envie de dire. Malheureusement voilà. Le schéma habituel. C'est ça, pas un gros, pas de gros trucs à raconter, format classique, voilà, ma scolarité s'est plutôt bien passée. Mes études supérieures également, voilà, format classique d'enfants, d'adolescentes et puis de jeunes filles, si ce n'est que très vite j'ai toujours su que je voudrais être mère depuis, c'est une question que je me suis jamais posée en fait, je me suis jamais demandé si je voudrais avoir un enfant, c'était ancré en moi et très vite j'ai eu ce désir, c'est qu'à 20 ans j'avais déjà ce désir d'être maman et si j'avais eu à cette époque-là un compagnon de vie avec qui je me voyais faire un enfant, j'aurais pu être mère à 20 ans quoi. C'est vraiment tu te sentais prête quoi. Totalement. Voilà, ça a toujours été en moi et du coup j'ai fait un peu mes relations amoureuses et tout. J'ai eu qu'une seule relation longue. C'était pendant le confinement, mais sinon avant j'ai toujours eu que des histoires qui n'ont pas forcément marché. Donc très vite déjà j'ai compris que je serais pas maman à 20 ans puisque j'ai jamais été en couple, il a fallu que j'attende 25, 26 ans avant d'avoir une relation un peu sérieuse et relation qui finalement n'a pas abouti sur autre chose, mais belle relation pour autant, je dénigre pas mais juste c'était pas la personne avec qui j'allais faire ma vie. Et donc toujours ce parcours, ce cheminement en moi de me dire je veux un enfant, j'ai pas de compagnon à date, pour autant ce désir il est omniprésent, c'est que j'y pense tous les jours, dès que j'ai quelqu'un qui m'annonce une grossesse, pour moi c'est compliqué à gérer. Et ça depuis, quand tu dis depuis tes 20 ans t'as toujours ressenti ce besoin, du coup ça se matérialise comment, c'est quoi quand tu vois un enfant dans la rue, presque ça te prend aux tripes à 20 ans, pas tant. Je dirais que c'est venu avec le temps et je dirais que c'est vraiment vers mes 27-28 ans, donc il y a 3-4 ans, que ça a commencé à être vraiment pesant. Où je me rendais compte que, en fait, quand j'ai une amie qui m'annonce une grossesse, je suis contente pour elle, mais à côté, ça me ramène au fait que moi, je suis pas à ce niveau-là dans ma vie. Quand j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà des enfants, quand je suis avec eux, en fait, sur le moment T, je suis trop contente et je suis sincèrement heureuse pour elles. C'est pas de la jalousie, c'est pas... Mais juste quand je rentre chez moi, je me dis, en fait, moi, c'est cette vie-là que je veux et je l'ai pas. Et en fait, c'est devenu vraiment, de plus en plus oppressant. Je sentais que c'était un vrai sujet qui me posait souci. Et puis surtout que je rencontrais pas pour autant quelqu'un. Que quand tu rencontres quelqu'un, même si à nos âges tout va plus vite, dans tous les cas, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais pas un enfant avec le bout de 3 mois. Il y a quand même. Après, je pense que quand tu rencontres quelqu'un après 30 ans, dans tous les cas, ça va plus vite que quand tu rencontres quelqu'un plus jeune. Mais dans tous les cas, je ne rencontre pas quelqu'un. Donc il y a ce sujet-là. Et je me rappelle un jour d'une discussion avec mon père. Mon père voulait être grand-père. Et moi, on est 3 sœurs dans ma famille. Et jusqu'à il y a 1 an, aucune des 3 n'avait des enfants, alors que je suis la plus petite. Et mon père nous faisait beaucoup sentir qu'il aimerait être grand-père et que ce serait cool, sachant que j'ai une sœur qui veut pas d'enfant et l'autre qui pendant longtemps savait pas trop. Et il y a donc tout reposé un peu sur moi à une période. Et toute cette pression-là, je sais qu'elle veut en vouloir. Et je me rappelle très bien qu'un jour, je lui avais dit un peu en le piquant, mais papa, j'ai l'impression que si demain je te dis que je fais un enfant alors qu'il n'y a pas de père, tu seras content. Et il m'avait répondu, en fait... oui, parce que je sais que t'en es capable et si toi t'es heureuse... Et donc en fait, déjà, ça avait un peu cheminé dans ma tête où je m'étais dit... Parce que je m'autorisais pas trop à penser à un parcours solo. Et en fait, de me dire, attends, sur une discussion anodine, parce que c'était pas sur un format sérieux et tout, c'était plus sur le ton de la blague, mon père n'a même pas été choqué de ça, donc en soi... Ça t'a ouvert une porte. Non pas que j'attends l'aval de mes parents pour prendre ce genre de décision, mais de me dire, en fait, ça a pas l'air de choquer... ça a commencé à faire son cheminement dans ma tête.
Entre-temps, ma moyenne sœur est devenue maman, donc mon père m'a un peu laissé tranquille, c'est bon. Ça y est, il est grand-père. Ouais. C'est ça, et puis moi j'ai eu une déception amoureuse il y a un petit peu plus d'1 an, qui m'a fait beaucoup de mal, enfin quelqu'un qui m'a vraiment pas respectée pour le coup, et ça a été un peu le déclic de me dire, bah attends, en fait c'est encore une histoire qui fonctionne pas. Et surtout, je l'avoue, alors quand je dis ça, je veux surtout pas qu'on pense que j'ai un discours de tous les hommes sont mauvais, etc. Mais moi, mon ressenti, c'est que je crois pas qu'aujourd'hui on reste toute sa vie avec le même homme. Alors je suis toujours gênante quand je dis ça à quelqu'un qui a un enfant et qui est dans un couple, mais honnêtement, etc. moi, je suis assez convaincue pour le coup, je partage complètement ce point de vue. Pour moi, c'est un peu utopique de se dire que du point A au point Z de ta vie, tu aimeras de façon constante et presque continue la même personne. Honnêtement, je crois pas que ce soit possible. Moi, je crois pas en ça, en tout cas. Je crois pas en ça, mais je m'inclus dedans aussi, c'est que c'est pas juste sur le côté homme un homme va forcément me quitter ou quoi, mais c'est aussi moi, est-ce que j'ai envie d'être toute ma vie avec la même personne? Moi, je pars du principe, et après, ça se trouve, on me fera changer d'avis, et si je réécoute dans ce podcast dans 10 ans et que j'ai un autre avis, je m'excuse, mais je pars du principe du futur. Voilà. Désolée. Je pars du principe que je vais vivre des beaux moments de vie avec différentes personnes, et donc en partant de ce principe-là, très vite, je me suis dit, bah en fait, est-ce que j'ai envie de faire un enfant avec un homme si je sais déjà d'avance que potentiellement ce sera pas la personne avec qui je vais rester toute ma vie? Ouais, ok. De me dire que pour un enfant, une séparation, ça reste compliqué, même si je suis la première à dire qu'il vaut mieux se séparer et que l'enfant ait chacun de ses parents heureux, parce que moi j'ai pas pour le coup souffert du divorce de mes parents, bien vécu, donc c'est pas mais c'est que je me dis en fait, je fais un enfant avec un homme, au final quelques années après on se sépare, toute ma vie je dépends de cette tierce personne pour mon enfant. C'est potentiellement peut-être plus compliqué pour retrouver quelqu'un après, parce que j'ai un enfant et que, voilà, même si les familles recomposées, ça fonctionne très bien dans notre société, voilà. Et surtout, j'ai aussi quand même un avis assez négatif, même si tous les hommes sont pas comme ça, mais j'ai quand même, dans ce que je vois de la société, beaucoup de pères, soit, sans parler de pères maltraitants, de pères violents ou quoi que ce soit, parce que c'est encore un extrême, mais juste de pères pas investis. Donc ok, ils aiment très bien leurs enfants, mais ils ne gèrent absolument rien pour leurs enfants. Tu veux dire qu'autour de toi, de façon générale, t'as plus un schéma un peu déséquilibré sur le rôle de la mère qui prend plus de place et le père qui est un peu là en bonus. Exactement. Okay. Et donc en fait, un peu tous ces trucs dans ma tête, je me suis dit, mais attends, moi je me sens capable d'élever un enfant seul. Alors je suis pour autant consciente des difficultés et je me dis pas que ça va être les doigts dans le nez, mais je m'en sens plutôt capable. Pour avoir discuté parfois avec certaines potes, elles me disent, tu sais Lucie, toi tu auras la charge mentale de ton enfant, mais pas de ton mec au moins, hein, parce que nous on a la charge mentale de l'enfant et du mec, donc donc dans l'idée, voilà. Et aussi, je pars du principe, et à nouveau je suis un peu dans un extrême, mais c'est que, on en reparlera peut-être sur le bonheur de l'enfant, etc. Est-ce que ça peut jouer sur l'enfant de ne pas avoir de père? Je pense que c'est moins violent pour un enfant de n'avoir jamais connu de père, de ne pas avoir été abandonné, puisque le père n'a jamais été là, n'a jamais existé, que de me faire abandonner au bout d'1 an par un homme qui... Enfin, non pas que ce soit hyper courant, mais ça arrive quand même. Et vu que j'ai cette vision un peu quand même négative... tu t'attends un peu au pire de la part de notre chère masculine. Je me dis, mon enfant souffrira moins de jamais avoir eu de père que d'en avoir eu un qui est absent... qui disparaît ou qui... Alors après, c'est sûr que dans l'idéal parfait, dans le monde parfait, j'aurais préféré faire mon enfant avec un homme avec qui je me dis c'est l'homme de ma vie, il partira jamais, j'ai 100% confiance sur le fait que ce sera un très bon père et tout. Mais comme j'ai pas fait cette rencontre, parce qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu fais pas un enfant avec le premier venu, quoi. Enfin, alors déjà, je me verrais... de façon cachée, je me verrais absolument pas le faire parce que c'est pas du tout dans mes valeurs. Pourquoi tu te sers pas de l'attribut masculin d'un homme, juste mécaniquement? C'est ça. Wow, et moi, ce serait pas du tout dans mes valeurs, je me verrais pas faire ça. En parlant, c'est un autre registre, quoi. Ben, c'est ça. Et puis en fait, du coup, pour moi, à partir du moment où je sais qui est le géniteur, et ben ça fausse la donnée, c'est qu'en fait je sais qui, enfin là au moins je sais pas, donc en fait dans tous les cas il existe, enfin c'est un donneur, voilà. C'est une démarche complètement différente. C'est ça. Mais en effet pour toi, pour mentalement avancer avec ce truc, déjà du fait peut-être de l'avoir caché ou pas, je pense que l'espèce
de charge mentale que t'as de porter ce truc, et un jour si ton enfant te demande, en fait la réponse tu l'as, donc compliqué de lui dire alors je t'explique, je voulais effectivement un enfant un jour, j'ai trouvé ce monsieur un soir, je me suis dit allez go, mais c'est son géniteur, donc c'est quand même une part importante. Et même sans parler de le faire avec un inconnu ou quoi, ça peut aussi être juste de me dire écoute, le prochain mec avec qui ça se passe plutôt bien, et je fais un enfant et voilà, et puis advienne que pourra. Mais en fait je pense que ça c'est beaucoup plus violent pour mon enfant, parce que je suis pas sûre de l'avenir de la relation, etc. que de le concevoir dans un schéma qui est encadré, qui est légal, qui est pensé pour le bien-être de l'enfant. Et avec lequel toi tu es à l'aise. Avec lequel je suis à l'aise. Donc voilà un peu tout le cheminement qui a fait que je me suis dit, je me lance là-dedans. Et en fait, quand je me suis inscrite, il y a plus d'1 an et demi, on en reparlera du parcours, mais c'est long, c'était un peu en mode je m'inscris, parce que je sais que c'est long. Mais potentiellement, si je trouve quelqu'un d'ici là, je reviens dessus. Et aujourd'hui, je suis sûre à 100% que je veux mon premier enfant, du moins seul. C'est si demain j'ai le coup de foudre sur quelqu'un, tu voudras quand même j'irai au bout de ce projet. Je dis pas que j'aurai pas un enfant plus tard avec un homme, mais en tout cas, mon premier enfant, je l'aurai seul. Et c'est ce que je veux aujourd'hui, quoi. C'est une vraie volonté. C'est quelque chose qui, encore une fois, qui te prend au trip, quoi. Tu sens que c'est le chemin que tu dois emprunter. C'est ça. Et du coup, je sais pas si c'est une idée, mais tu parlais de ces premières discussions avec ton papa qui te dit, en fait, seul ou pas, peu importe, moi je veux juste être grand-père. Et toi, du coup, comment ça mûrit un peu dans ton esprit le fait de te dire, d'un côté, il y a le sujet relation amoureuse qui, je pense, prend de la place dans nos vies. Tu dis, peut-être, j'attends. Et comment, à un moment donné, tu dis, écoute, je vais prendre des infos sur ce sujet. Et déjà, comment je découvre que ça existe, comment je me renseigne. En fait, comment j'ai découvert que ça existait, je sais plus vraiment, tu vois, j'ai pas le déclic. Je pense que j'ai dû voir passer un article ou quoi, parce que c'est en France depuis 2021, si je dis pas de bêtises, c'est assez récent. Enfin, en tout cas, dans les années 2020, mais c'est récent que c'est légal en France. Donc, je sais plus vraiment comment je l'ai appris. Mais en tout cas, j'ai les infos qui viennent à moi. Je sais plus comment, mais je me dis, ça existe, c'est potentiellement un chemin que je pourrais prendre. Et je me rappelle que je vais voir ma gynéco tous les ans, à peu près au mois de mars. Et je lui en parle. Elle savait que j'avais ce désir d'être mère. Et je lui dis que je voudrais me renseigner sur ce sujet, que j'aimerais bien potentiellement m'inscrire. Et en fait, ma gynéco me casse un peu tout de suite. Pas parce qu'elle est malveillante, parce que pour le coup, c'est une gynéco que j'adore. Juste, j'entends que tout le monde soit pas aussi ouvert que moi sur ces sujets-là et tout, c'est pour ça que c'est pas un jugement envers elle, mais en fait elle me dit, à votre âge, j'avais 29 ans, on vous dira non, c'est pas possible. Enfin en gros elle me dit, c'est pas possible à votre âge, on vous dira non. Mais justifier de quelle façon, pourquoi on devrait c'est vrai qu'il y a des sécos qui ont une limite d'âge, donc sécos, centre de conservation des spermatozoïdes, qui ont une limite d'âge, selon les sécos les règles sont différentes, donc c'est vrai qu'il y a certains sécos qui potentiellement auraient pu me dire non peut-être. Mais en tout cas son discours c'est vraiment ce sera pas possible, vous êtes trop jeune. Et elle me dit par contre vous pouvez conserver vos ovocytes, au moins ça vous permet de se laisser le temps. Et donc elle m'envoie vers une médecin qui va me faire une échographie pelvienne pour voir où j'en suis justement côté fertilité. Et du coup j'ai à nouveau ce discours avec elle me dit pourquoi vous voulez conserver vos ovocytes, et je lui dis honnêtement moi je veux pas conserver mes ovocytes, moi je veux un enfant maintenant. Mais la gynéco m'a dit que c'était pas possible, donc c'est le plan B. Et là la nana me dit mais non, moi j'ai des patientes qui ont 30 ans et qui ont eu des enfants toutes seules. Enfin elle me fait comprendre que j'ai été mal renseignée. Et en plus elle me dit mais en plus je connais très bien votre gynéco qui est très bien, donc je vais l'appeler pour lui dire qu'elle arrête de dire ça, quoi, parce que c'est une fausse information. Exactement. Et du coup elle me dit ça, on en parle vachement, et elle me dit, et ma psy me dit, j'ai déjà ça aussi, elle me dit, moi je pense que de toute façon, vous avez tellement ce désir qui est ancré en vous que ça bloque vos relations avec les hommes, parce que même si vous le formalisez pas direct, ça se ressent, et c'est trop oppressant. Dans le sens où, en fait, tu cherches un père. Est-ce que du coup, quand elles expriment ça, c'est-à-dire que t'es tellement abouti, toi, dans ta réflexion de maternité, qu'un peu tout ton être tourne autour de ça, que même ta relation avec les hommes va être un peu orientée. C'est ça, un peu ça. Et puis en fait, le fait surtout que je trouve pas de garçon parce que je les fais fuir, parce que ce désir est trop oppressant et que je laisse pas le temps. Alors qu'en soi, j'ai jamais sauté sur un mec en disant coucou, je veux un enfant. Mais je pense qu'elle me dit ça. Et c'est vrai que ma psy m'avait déjà dit ça. Et là, elle me dit ça. Et elle me dit, moi je suis certaine que le jour où vous aurez votre enfant, vous rencontrerez quelqu'un. Parce qu'en fait, il y aura plus cette pression. Et que du coup, ce sera plus simple. Et je pense qu'elle a un peu raison, effectivement. Et donc, je rentre chez moi de ce rendez-vous-là, où elle m'a dit, écoutez, avec l'écho que je vous ai faite, vous avez 3 mois pour vous inscrire, sinon il faudra en refaire une. Et en fait, là, je me dis, ça tombe pile au moment où j'ai cette déception amoureuse assez violente pour moi.
Et je me dis, bah écoute, je me lance, je m'inscris. De toute façon, il y a quasi 2 ans d'attente en France. Ça m'engage en rien, quoi. Et donc, je suis rentrée, on s'inscrit en ligne, en fait, à Paris. Enfin, moi, je suis suivie par un Secos à Paris. Ok. Et c'est une inscription en ligne. Je sais pas si tu peux choisir. Ouais, en fait, au moment où je me suis inscrite, il y avait 2 Secos qui le faisaient à Paris. Aujourd'hui, il y en a un 3e en région parisienne. J'ai pas forcément envie de dire à quel Secos je suis suivie, même si on va comprendre assez facilement, mais il y en a 2. Un qui a une bonne réputation quand même, dont on entend souvent parler, et un qui n'a pas forcément une mauvaise réputation, mais qui a eu un scandale avec un gynéco il y a quelques années. Et du coup, moi, ça m'a un peu... Même, en fait, je sais que ce gynéco n'exerce plus, etc. Mais quand j'ai cherché sur Internet et que j'ai vu tous ces trucs-là, je me suis dit, oh là, il a pu rester des années dans cet hôpital sans que personne se rende compte. Donc... C'est pas très bon signe. Exactement. Et donc, en fait, mon choix s'est fait un peu comme ça. Je me suis dit, bah, celui-là... de réputation, je sais que quand j'entends parler de cette maternité, c'est en bon. J'ai regardé un peu sur Internet les avis, globalement. Bon, après, c'est toujours le problème avec les avis sur Internet, c'est que les gens, quand ils sont pas contents, ont le réflexe de laisser un avis. Oui, c'est valable pour tout. Et l'inverse, c'est moins vrai. Mais en tout cas, j'avais le sentiment que... Et puis, en termes de localisation, je sais que c'est un hôpital où je vais devoir me rendre souvent. C'est pas très loin de chez moi. Donc, voilà, je savais que c'était la facilité, entre guillemets. Et donc, je me suis inscrite en ligne. En fait, on fait la demande en ligne et on revient vers nous après. Mais moi, on a mis bien un mois et demi à revenir vers moi. Et quand on est revenu vers moi, c'était pour un premier rendez-vous 1 an après. Waouh, donc en gros, tu remplis un genre de formulaire en ligne pour exprimer ta volonté. En fait, c'est vraiment très simple. C'est juste, tu dis que tu veux t'inscrire pour un parcours de PMA solo avec don de spermatozoïdes. Je l'ai dû mettre mon numéro de sécu, j'imagine, mais c'est vraiment... Précis, quoi. Et là, au bout d'un mois, je reçois une convocation. Donc ça, c'était... Moi, je me suis inscrite en juin 2023. Vu qu'il y avait un peu les vacances et tout, je pense que c'est pour ça que ça a pris du temps. Fin août, j'ai reçu un mail avec une convocation pour juin 2024. Waouh, ok, donc 1 an après. C'est ça. Et pendant 1 an, il se passe strictement rien, si ce n'est que tu as une liste de rendez-vous avec lesquels tu dois avoir les résultats pour ton premier rendez-vous. Donc, c'est des examens de fertilité, ça va être des prises de sang, ça va être l'écho pelvienne, mais que j'avais déjà faite, l'hystérosalpingographie pour vérifier que les trompes sont pas bouchées, etc. Qu'est-ce que j'ai dû faire aussi, enfin voilà, une liste un peu d'examens. Donc tu as cette année-là pour faire ça, préparer ton dossier, tu arrives le jour du rendez-vous avec exactement. Tout, et c'est là que le truc commence, disons, pour de vrai, quoi. C'est ça. Sachant que chaque Secos a une façon de fonctionner différente, donc ça c'est la façon de fonctionner de mon Secos. Pour d'autres Secos, par exemple, le premier rendez-vous va être très rapide, mais on va donner à ce moment-là tous les examens à faire. Chacun fonctionne un peu différent. Même au niveau des rendez-vous obligatoires, c'est pas forcément la même chose pour chaque Secos. Et toi, pendant cette année-là, du coup, à partir du moment où tu déposes ce formulaire, en tout cas cette demande, tu sais que ça va prendre 1 an, tu sais qu'il y a différentes étapes. Est-ce qu'il y a des moments où ton envie vacille, où tu te dis en fait non, c'est trop compliqué, ou à l'inverse, ça te renforce et t'es un peu en train de mourir d'impatience de dire vivement que ça arrive? Dans quel état d'esprit tu es? En fait, du jour où je me suis inscrite, déjà, j'ai un poids qui s'est enlevé de moi. Je me suis dit, en fait, là, c'est bon. Je suis lancée. Moi je suis très angoissée sur plein de sujets dans la vie. Au moment où je me suis inscrite, c'était une période en plus, du coup ça allait pas trop, et sur ce sujet là j'ai toujours été ultra sereine, genre je sais que je suis là où je dois être, et du coup ça a été plutôt un soulagement parce que moi je m'inscris, j'ai 29 ans, donc je suis jeune, donc je sais que j'ai encore une fertilité qui est très bonne, etc. J'entends que quand on s'inscrit à 40 ans et qu'on te dit il y a 2 ans d'attente, ce soit plus compliqué à gérer. Moi au contraire, j'ai plus vu comme j'ai 1 an pour faire de moi la meilleure version de moi-même, pour être prête après. Et donc, j'ai entamé une thérapie, j'ai fait plein de choses pour me dire, écoute, quand le parcours commence réellement, je suis bien, je suis heureuse, tout va bien dans ma vie, quoi. Et donc, je l'ai plus vu en me disant, j'ai 1 an pour tout mettre en œuvre pour être la meilleure version de moi-même. Pour être prête le jour J. Exactement. Et du point de vue des proches, des gens qui t'entourent, est-ce que tu en parles tout de suite? Est-ce que c'est un truc que tu gardes pour toi et tu te dis je verrai en fonction de l'évolution, ou tout de suite c'est un sujet que tu as envie d'aborder? Alors moi j'en parle à tout le monde et de la façon la plus ouverte possible, parce que déjà ça permet d'enlever les tabous, tu vois, là-dessus, comme le veut ton podcast. Et parce que je veux pas du tout que ce soit un tabou, justement, que je veux pas du tout que ce soit un truc que les gens ont peur de me parler, etc. Donc, sur les réseaux, j'ai mis un an à en parler parce que j'attendais d'avoir eu mon premier rendez-vous, etc. avant d'en parler. Mais par contre, à mes proches, à mes amis,
même aux mecs que je rencontre aujourd'hui sur les applis de rencontre et tout. T'en parles tout de suite, quoi. Genre... Mais ça fait partie de toi, exactement. Donc ouais, c'est vraiment... Et puis en fait, j'avais peur des retours. Déjà, ma famille me soutient à fond. Oui, ton papa, on avait je pense... oui, mais après, quand c'est devenu concret, je pense que mes parents ont mis un peu de temps quand même à assimiler l'info. Mais pour autant, ils m'ont jamais dit qu'ils me soutenaient pas. Ils ont toujours été avec moi, mais j'ai senti qu'il avait fallu quand même un temps un peu pour assimiler l'info. Maintenant, je sais que c'est bon. Mes sœurs, pour le coup, ont été tout de suite hyper enthousiastes et elles croient en moi sur ce projet. Mes amis, pareil, honnêtement, j'ai eu que des retours positifs. Et même en l'ayant annoncé sur les réseaux, là où je m'attendais un peu à prendre une vague, et j'ai eu 2 messages négatifs, quoi. Enfin, vraiment. Alors, je pense que ça vient du fait que moi, j'ai une communauté de base très bienveillante de par les sujets que j'évoque sur mes réseaux. Tu as la communauté que tu mérites, clairement. Et donc, ça joue, mais tu vois... avec l'algorithme, je sais que les contenus, des fois, ils touchent, ça sort. Pour le moment, franchement, j'ai eu 2 messages négatifs sur des centaines, voire des milliers de messages. Mais ce que j'allais dire, je pense aussi que c'est la façon dont tu l'abordes. Et moi, je te pose ces questions sur comment on le perçoit, parce que je pense qu'il y a tellement un manque d'éducation. Moi, la première, tu vois, quand je l'entends parler de ces sujets, je me dis juste, mais waouh, mais comment en fait, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que ça implique? Et du coup, je pense, c'est un peu comme surtout dans la vie, quand t'es pas renseigné, ça te fait peur, tu vois, tu sautes dans l'inconnu, et du coup, quand c'est des gens qui le vivent autour de toi, tu vas avoir tendance hyper facilement à juste te dire, mais c'est pas le plus simple, mais c'est ceci, mais c'est cela, à porter un jugement plutôt qu'à aller chercher à comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce que ça implique. Et donc, le fait d'en parler sur les réseaux aussi ouvertement et de façon aussi juste simple, parce qu'en fait, c'est juste le chemin que t'es en train d'emprunter qui est ni positif ni négatif, c'est juste ton chemin, quoi. Je trouve que c'est... Enfin, même moi qui suis pas du coup directement concernée, je trouve que c'est encore une fois mais d'utilité publique, quoi, tu vois, parce que ça concerne à un moment donné des gens autour de toi. Donc tu vois, tu parlais de ta gynéco tout à l'heure, qui est pourtant médecin et qui a priori est hyper bonne médecin et qui elle aussi était aussi peut-être mal renseignée dessus. Beaucoup de gens savent pas que c'est légal en France. Moi je découvre un peu, tu vois, en mode est-ce que tu vas en Belgique, tu vas en Espagne. Moi j'entends beaucoup parler de ces pays, mais en fait c'est trop chouette aussi, tu vois, que ça commence à se développer, parce que je pense qu'on en parle doucement mais sûrement. Et puis tu vois, moi le questionnement quand même qui a été aussi assez important, c'est de me dire, pour les retours négatifs que j'ai pu avoir, même s'ils sont assez peu nombreux, c'est beaucoup autour de l'égoïsme. Que je suis égoïste de faire ça, que je pense pas au bien-être de mon enfant. Et pour le coup, c'est des choses sur lesquelles je me suis pas mal renseignée, notamment avec la psy du Sécos. Parce que oui, moi je veux que mon enfant il est heureux. Si on me dit non mais c'est sûr que votre enfant il va avoir une vie pourrie parce que je veux dire, c'est mon désir, mais le but c'est de rendre mon enfant heureux. Et justement moi je pars du principe que je désire tellement cet enfant que je suis prête à le faire seule. Donc pour moi c'est même plutôt une preuve d'amour assez énorme avant même qu'il soit là. Et en plus les témoignages de la psy, de plusieurs personnes à qui j'ai évoqué ça, sont hyper positifs. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est transparent avec l'enfant, où il sait son histoire, où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de tabou, globalement, les enfants vont bien. Alors, je dis pas qu'il va pas y avoir un moment dans sa construction identitaire, etc., où il va y avoir des questionnements et tout, c'est sûr. Mais en fait, ce qui fait souffrir un enfant, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Absolument. Et en fait, la psy, ce qu'elle nous conseille, c'est vraiment d'en parler librement, quoi. Il y a pas de tabou, voilà. Maman, elle te voulait beaucoup, donc il y a quelqu'un qui a gentiment donné une graine pour que maman elle puisse t'avoir. Et puis, plus l'âge grandit de l'enfant, plus tu changes les mots, plus tu peux lui expliquer plus exactement. Ouais, mais c'est ça, c'est que je pense, enfin en tout cas dans ce que j'entends et ce que tu racontes, je pense que les gens effectivement au premier abord vont peut-être avoir tendance à se dire mais en fait, en effet, tu le fais pour toi, mais en fait, que tu le fasses à deux ou pas, il y a plein de gens aussi aujourd'hui qui se le disent, non mais attends, aujourd'hui dans la société dans laquelle, bon bref, oui, c'est égoïste, c'est machin, mais en fait, in fine, en effet, le fait que même toi dans tes raisonnements, tu penses à l'après, c'est-à-dire que t'es pas juste dans une espèce de caprice, tu vois, de j'ai envie d'être enceinte, j'ai envie d'avoir un enfant, t'es déjà en train de penser en effet à la constance de l'évolution de l'après, en te disant voilà comment ça se passera plus tard, ce qui prouve que t'es effectivement, je trouve, dans une démarche moi qui me touche énormément parce que hyper concernée par le bien-être de l'enfant et tout, et c'est quand même encore une fois aujourd'hui autour de moi et pas qu'autour de moi, je vois des parents, des familles qui sont assez traditionnelles dans la construction, où je pense qu'il n'y a aucun moment, ni avant, ni pendant, ni maintenant que les enfants sont là, ça a été un sujet. Donc en effet, je pense que le prisme de rentrer par un parent, deux parents du même sexe ou machin,
en fait, le fond du problème est quand même pas là. Bien sûr. Et surtout, moi, je le dis souvent, c'est quelque chose qui me fait sourire, même si je comprends pourquoi. Quand on est en parcours PMA, on a tout un tas de professionnels à voir, que ce soit assistante sociale, psy, etc., qui va donner ton accord. C'est qu'on m'autorise à devenir mère. Ok, les couples classiques on devrait tous savoir ça. peuvent faire des enfants avec aucune stabilité et personne ne vient rien leur dire. Donc, au final, j'ai même envie de dire que quand on passe par une PMA pour avoir un enfant, et c'est valable pour les couples aussi, alors je m'y connais pas donc je parlerai pas trop, mais quand j'ai parlé de ça sur mes réseaux, on m'a dit mais tu sais, les couples aussi doivent avoir démontrer leur exactement. bienveillance. Je me dis bah du coup en fait si on arrive à la fin de ce parcours, c'est que potentiellement on est bien pour l'enfant, enfin globalement, et pour le coup il y a plein de couples traditionnels hommes-femmes qui font des enfants, ils devraient peut-être s'abstenir, quoi. Ils passeraient pas les différentes étapes, je pense. C'est ça. Donc ouais, c'est assez... Ouais, c'est un peu... Oui, mais tu vois, je savais pas que t'avais ces différentes étapes, du coup. Toi, quand tu fais ce premier rendez-vous, après, t'évoques tous ces rendez-vous assistante sociale, ça, c'est quelque chose qui s'enchaîne rapidement. Comment ça se passe dans la chronologie, je dirais, de la suite? En fait, le premier rendez-vous dans mon séco, c'est avec une biologiste. Et donc, elle va m'expliquer le parcours. Elle va me dire ce par quoi je vais devoir passer jusqu'au rendez-vous final. Et en fait, ce jour-là, on te donne tous tes rendez-vous. Donc, il y a 2 rendez-vous psy obligatoires. Un rendez-vous assistante sociale qui n'est pas forcément obligatoire pour tous, mais comme moi, je suis à mon compte, on me l'a rendu obligatoire. Un rendez-vous gynéco. D'accord. Et au sécos, voilà les rendez-vous qui sont... et donc ça, je suis repartie le jour-là avec toutes mes convocations sur 6 mois. Et on te donne directement aussi la date du rendez-vous final. Avec à nouveau la biologiste qui va vérifier que tous les rendez-vous avant, en gros la psy a donné son accord, l'assistante sociale a donné son accord, le gynéco a donné son accord, et au rendez-vous final elle vérifie que tout est ok, et si tout est ok, bah après on peut commencer les essais. Oui, donc toi, sur ces 6 mois avec ces différents rendez-vous, pareil, comment tu le vis? Est-ce que tu dis, on va un peu, tu vois, quand tu dis on va presque contrôler ma capacité, mon authenticité dans ce parcours, est-ce que toi, du coup, tu es toujours aussi enthousiaste en te disant, bah, de toute façon, je suis obligée de passer par là, autant le faire, ou est-ce que tu te sens toujours un peu heurtée en te disant, je vais aller démontrer que j'ai envie de le faire, dans quel état d'esprit tu es aussi? En fait, je suis tellement sûre de moi que j'y vais, tu te poses pas de questions. Le premier rendez-vous psy, j'étais un peu stressée. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et non, j'y vais vraiment... en fait, c'est la règle. Moi, je suis assez première de la classe dans la vie en général. Écoutez, c'est la règle. Et je m'y plie. Et voilà. Et puis, j'ai très vite compris, dans la façon même dont les rendez-vous se sont pris, que au plus t'es flex et tu leur dis que tout va bien, au plus on va te donner des rendez-vous rapides. Enfin, j'ai très vite compris que fallait pas être chiante, quoi. Donc voilà. Du coup, moi, je me suis mis dans un mood où, écoutez, on me demande ça, je fais ça. Là, par exemple, je dois faire un examen en décembre qui est un peu chiant. C'est au cas où mes 3 premières inséminations fonctionnent pas. Donc en soi, je pourrais leur dire, attendez, on ne peut pas le faire que si. Écoute, on m'a dit de le faire, je le fais. Tu coches les cases et au moins tu voilà, sais que... exactement. Et si ça permet d'avoir des rendez-vous assez rapides, des machins, voilà. Donc moi, non, je me suis mis dans le moule, voilà, c'est le parcours que j'ai décidé de faire, et ben j'en accepte les règles. Et en plus, au final, j'ai pas trouvé que c'était non plus... j'ai pas trouvé la psy très... Alors, je sais pas si c'est parce que dès mes premières réponses, elle a pas eu de doute sur moi, et donc du coup, ça a été vite. Mais en tout cas, je l'ai pas trouvé très... comment on dit, t'étais pas heurtée dans son approche, voilà. Et l'assistante sociale, en fait, c'était plus, dans mon cas, parce que je sais que c'est pas toujours le cas, un rendez-vous pour me montrer ce à quoi j'allais avoir le droit en termes d'aide, etc., que pour juger ma situation financière. On m'a demandé juste si j'avais un appartement d'une taille qui permette d'accueillir un enfant, bien que vivant à Paris, même si j'avais dit que j'avais qu'une chambre, ça passait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants avec une seule chambre. Réalité, mais en l'occurrence, moi j'ai une chambre pour l'enfant depuis que j'ai déménagé cet été, donc en plus, il n'y avait même pas cette question-là. On m'a demandé effectivement mes revenus, mais on n'a pas creusé, j'ai donné aucune preuve, quoi. J'aurais pu dire ce que je voulais, voilà. Et c'était plus pour me dire, est-ce que vous savez que vous avez le droit à ça? On parlait du congé mat tout à l'heure, par exemple, elle m'a expliqué un peu ce à quoi j'aurais le droit. Les aides pour la garde des enfants, etc. Enfin, c'était plus un rendez-vous
pour m'expliquer. En fait, il n'y avait aucune étape qui était un genre de frein un peu temporaire où il fallait que toi tu rames pour aller à l'étape suivante. C'était juste en fait dans la continuité de ce parcours où il y avait des cases. Pour moi, oui. Après, je fais partie de groupes Facebook de mamans qui font le parcours aussi dans le même hôpital que moi et les témoignages sont pas tous aussi fluides. Donc je pense que, je sais pas et je me jette pas de fleurs quand je dis ça, mais je pense que je transparais un truc quand j'en parle qui a dû très vite les rassurer et du coup personne n'a jamais vraiment creusé profondément avec moi. Sans doute parce que, comme je te dis, dès mes premières réponses, j'ai dû apporter un discours qui leur convenait et voilà. Et tu parlais du coup des groupes Facebook et donc toi dans ce parcours-là, tu dis que tes proches t'accompagnent et ça c'est je pense une chance énorme de façon générale dans la vie, c'est toujours mieux d'être accompagné par des gens qui te soutiennent, mais du coup tu vas quand même chercher de l'info ailleurs, enfin là où tu peux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des vraies ressources qui existent, des gens qui en parlent librement comme toi tu le fais Alors sur les réseaux et tout il y en a quelques-unes, après c'est assez c'est pas très dense mais il y en a, mais oui il y a une association qui s'appelle Maman Solo et en fait il y a des groupes WhatsApp par ville, par région. Et donc, moi, par exemple, je suis dans le groupe WhatsApp de celles qui le font dans le même hôpital que moi. Et du coup, c'est pas mal, déjà, pour avoir des témoignages de femmes dans le même parcours, c'est hyper enrichissant. J'ai été boire un verre avec 2 d'entre elles, tu vois, il y a quelques semaines. Je trouve ça top. Mais aussi, plus pour les questions un peu pratiques. Pour le moment, j'en ai pas besoin, mais je vois beaucoup de messages sur ce groupe de... quand on doit se faire les piqûres d'hormones, etc., de nanas qui sont un peu perdues, attends, je sais plus le dosage et tout, au moins tout le monde s'entraide, quoi. Donc pour le coup, même pour un peu interpréter les prises de sang, les choses comme ça, elles sont beaucoup à partager un peu leurs résultats en disant est-ce que c'est positif, enfin voilà, c'est plus pour se rassurer. Ce que j'allais dire, c'est juste positif, parce que je sais, alors pas de PMA solo, mais j'ai des amies qui sont dans un parcours de PMA plus classique, et je sais qu'elles, à l'inverse, elles sont un peu dans la recherche de, surtout ne me parlez pas de ça, je veux absolument pas être en contact avec des personnes qui vivent la même chose, parce que ça me fout un genre de pression, tu vois, ça peut-être qu'on en parlera dans les étapes d'après, mais tu vois, de se dire, tiens, il y en a qui le vivent, est-ce que ça fonctionne pas, où est-ce qu'elles en sont, putain, moi pas encore, tu vois, est-ce que ça c'est un truc, toi, qui te... Moi j'ai pas la pression du temps, dans le sens où maintenant que je sais que je suis en parcours, après si demain j'ai 6 essais qui ont échoué, peut-être que je commencerai à... Mais c'est qu'à date, je suis dans un mood hyper positif. Donc ça va. Après, je pense que oui, quand il y a échec sur échec et que dans le groupe WhatsApp, il y a telle personne qui t'annonce qu'elle est tombée enceinte, que ci, que ça, je pense que ça peut être un peu pressurisant. Il y a aussi, comme je le dis, je pense que les personnes qui parlent le plus dans ces groupes, que ce soit Facebook, WhatsApp, que sais-je, c'est souvent les personnes pour qui ça se passe mal, parce qu'elles ont besoin d'en parler. Donc forcément, c'est vrai que si tu prends tout à cœur, quand tu lis la conversation, t'as l'impression que ça va être vraiment horrible. Et ça se trouve, ça va l'être. Je sais pas parce que j'en suis pas à ce moment-là. Mais en tout cas, moi, à date, vu que je suis dans un mood positif, tu prends ce qu'il y a à prendre. Voilà, c'est ça. Je fais office un peu du négatif qui peut être... Ok. Donc du coup, si on revient sur les différentes étapes, donc après ce rendez-vous, c'est différent. Enfin, ce premier rendez-vous, c'est différents rendez-vous psychiatre, assistante sociale, &co. Tu retournes voir cette biologiste qui... met le tampon, go, on peut y aller en gros. C'est ça. Moi, j'ai mon rendez-vous en février. Donc, je l'ai pas encore eu, ce rendez-vous-là. D'accord. En fait, à date, j'ai les deux rendez-vous psy, c'est OK, j'ai eu l'accord. L'assistante sociale, c'est OK. Toi, tu le sais tout de suite à la fin du rendez-vous? Alors, dans mon sécos, oui. Dans certains sécos, en fait, ils font une commission, ils se réunissent et ils donnent un accord commun. Moi, c'est chaque professionnel donne son accord. Et ça avance. Oui, donc pas de surprise. Tu sais qu'après chaque rendez-vous, là, en février, quand tu y retournes, il n'y a pas de sujet. C'est ça. La gynéco m'a déjà dit, du coup, qu'est-ce qu'on allait faire avec moi. Parce que selon chaque femme, par exemple, selon la fertilité et tout, moi, par exemple, je vais faire des inséminations sans dosage hormonal pour les 3 premières. Ok. Je suis complètement étrangère avec ça. Moi, je vais faire des inséminations sur cycle naturel. Donc, c'est que on va suivre mon ovulation et on va m'inséminer le jour où c'est le mieux, mais sans que je me complémente en hormones, etc. Parce qu'on part du principe que j'ai une bonne fertilité. Et donc, voilà, donc du coup, si tu veux, c'est un peu comme si j'avais eu un rapport sexuel pile au bon timing, et les chances sont les mêmes, quoi. C'est qu'on m'insémine à ce niveau-là. Encore une fois, quand t'es en couple, tu suis sur ton Exactement. app, je veux un bébé. Sauf que moi, je pense que j'aurais plus de détails, mais c'est vraiment suivi limite à l'heure près, quoi. Tu vois, c'est que on va vraiment m'inséminer au bon moment. Surtout que, on n'en a pas parlé, mais la PMA est prise en charge en France. Je débourse pas 1 euro. C'est un bon donc sujet, ne vous inquiétez pas que
ils font en sorte que ça fonctionne le mieux. C'est pour ça qu'on passe 50 000 examens, même quand on n'en a pas vraiment besoin. Pour être sûr. Parce que ça coûte de l'argent à l'État, donc t'inquiète pas qu'ils veulent bien investir. Typiquement, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Ils auraient pu te dire, on vous autorise, mais alors par contre, c'est à l'étranger, pour le coup, ça coûte très cher. Oui, c'est ce que j'entendais. Moi, on n'a pas parlé, j'ai un rendez-vous notaire à faire, c'est le seul rendez-vous qui sera à ma charge. Et du coup, pourquoi ce rendez-vous notaire ? J'ai pas tout compris, j'avoue que c'est des termes, mais en gros, c'est pour attester que j'autorise à recevoir un don de sperme anonyme. D'accord. Enfin, anonyme. Aujourd'hui, l'anonyme n'est plus... il y a une nouvelle loi en 2021, si je dis pas de bêtises, qui fait que mon enfant à 18 ans pourra connaître l'identité de son donneur. Donc c'est plus 100% anonyme. Mais en tout cas, c'est un papier qui atteste que j'autorise à recevoir un don et qui protège aussi le donneur, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça protège un peu le donneur pour que je vienne pas réclamer une pension alimentaire un jour ou des trucs comme ça. Pour expliquer le cadre de ta PMA, de lui, son don et toi, la façon dont tu le reçois. C'est le seul rendez-vous qui est à ma charge. Et après, pour tous les rendez-vous que j'ai passés avant le sécos, tout ce qui était examen de fertilité et tout, les dépassements d'honoraires sont à ma charge. Mais voilà. Sinon, maintenant, je suis prise à 100%, j'avance rien, quoi. Donc là, rendez-vous psy, assistante... Gynéco qui m'a dit, du coup, on va faire 3 INSEM sans hormones pour tenter. Et donc, là, je vais en février à mon rendez-vous, avec aussi prise de sang, sérologie. Et si c'est bon à ce moment-là, je commence l'insémination sur le cycle. D'après. Ouais. Ok, donc ça peut être... Enfin, c'est encore, tu dois pas attendre de nouveau qu'ils te disent... En fait, une fois que t'as le go, moi, ils m'ont dit déjà, après... On sait jamais, ça se trouve, il va y avoir des changements. Mais si mon rendez-vous de février, tout est ok, et ben normalement, j'ai insémination sur le cycle de février, mars, avril. Les 3 cycles. En fait, je peux faire une insémination par cycle. Alors après, il y a des femmes qui ont besoin de temps entre chaque. Parce que la déception que ça n'avait pas marché, etc. Mais si moi, je le veux, je peux faire une sur chaque cycle. Et comment ils te préparent à ça, typiquement, aux inséminations ? Est-ce qu'il y a des... Enfin, c'est toujours un sujet, les hormones et co. Toi, donc, tu prends pas autre chose que juste le jour J, on vient t'inséminer je dois déclencher mon ovulation. D'accord. Ça s'appelle Ovitrel, c'est une piqûre qui te déclenche l'ovulation pour être sûr de quel jour ça va être globalement. Donc ça, et je dois prendre de la progestérone, si je dis pas de bêtises, de l'insémination jusqu'à savoir si je suis enceinte ou pas. Et si je suis enceinte, il faut continuer même d'ailleurs. Donc ça, mais sinon non, j'ai pas de dosage, j'ai pas de piqûre hormonale, du moins pas sur les 3 premières inséminations. Après, si ça a pas fonctionné, je revois la gynéco et soit on tente avec des hormones, soit on passe en FIV, donc en fécondation in vitro. Et donc t'es quand même préparé à ça depuis le départ, on t'évoque les différentes options, c'est-à-dire qu'on te dit pas voilà, d'abord on fait ça, ensuite on verra. On te dit voilà, plan A, plan B, plan C. On te dit un peu d'abord on fait ça, ensuite on verra, mais moi je suis bavarde donc je dis oui et ensuite c'est quoi. Mais ça, parce que je me dis aussi, c'est tellement une démarche, je pense, à tous les niveaux, physiquement, je pense que ça a un vrai impact, émotionnellement, bref. Que quand tu parles de déception, de ça fonctionne pas, est-ce qu'on vous prépare à la possibilité que, en fait, il faut pas peut-être tout baser sur la première fois. Par exemple, moi on m'a dit de pas m'attendre, même si tous les feux sont au vert. On m'a dit, ne t'attends pas à tomber enceinte à la première insémination. Je crois que les stats, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 20% de réussite à la première insémination. Donc tu vois, mais bon, 20% ça comprend toutes les femmes, même celles qui ont 40 ans. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est des stats, je sais pas si elles sont réellement valables, mais oui, moi, ce que les médecins m'ont dit, c'est qu'ils étaient confiants. Dans le sens où j'ai une très bonne fertilité. L'échographiste m'a dit que j'étais une poule pondeuse, donc visiblement. Mais pour autant, on m'a bien dit, attention, voilà. Et d'ailleurs, moi, je pars du principe, même si je me mets pas dans un mauvais mood, mais c'est pour pas être déçue, en fait, je me dis, j'ai 3 inséminations. Donc, dans ma tête, je sais que mars, avril aussi, entre guillemets... Je me dis pas en février je suis enceinte. En gros, voilà, tu seras pas triste ou déçue si en février. Je pense que le jour où tu vois le test de grossesse qui est négatif, ça te prend au cœur. Mais en tout cas, je pars pas en me disant que. En fait, mon objectif, un peu que je me suis fixé, c'est pas vraiment un objectif, mais c'est que là, je viens de fêter mon anniversaire ce week-end. Si à mon prochain anniversaire, je suis pas enceinte, je pense que ça commencera à être. À me dire, bon, là, ça fait. Parce que du coup, ça fera. Quasi 10 mois qu'on a essayé des trucs et là je commencerai peut-être à tu vois voilà. Oui, dans ma tête je me suis un peu dit le jour de mes 32 ans je suis enceinte tu vois.
Ok, t'as une vision. C'est un peu, voilà. Et je pense que si là, c'est pas le cas, ça risque d'être difficile. Mais c'est un peu, voilà, ce que je me suis dit, tu vois, pour pas tout miser sur... même s'il y a des femmes qui tombent enceintes à la première insémination, et peut-être ce sera mon cas, peut-être pas, tu vois. Ça, de toute façon, en effet, tu peux pas l'anticiper. Mais je trouve ça chouette aussi qu'on puisse, tu vois, que les médecins, alors je sais pas, peut-être ça dépend des médecins, puissent à la fois te rassurer sur, en effet, on est confiant, mais par contre, au même titre que sur n'importe quel autre sujet médical, tu vas te dire, il y a des risques, il y a des... Et justement, est-ce que c'est un sujet, est-ce qu'il y a des risques, tu vois, est-ce que ton corps peut je sais pas, est-ce qu'il peut se passer un truc un peu imprévu, ou est-ce que tu peux avoir des effets secondaires, est-ce que ça peut mettre en péril ta santé, ou... Pas sur des inséminations classiques, en tout cas, moi, on m'a pas prévu d'énormes risques. Après, j'imagine que oui... tu peux faire sans doute des réactions peut-être à la progestérone, il peut y avoir des effets indésirables, tu vois, je sais pas trop. Pour le coup, on m'a pas dit attention, il y a un énorme risque. Je pense que peut-être plus quand tu te doses en hormones, déjà, il y a ça en plus. Ça, Et puis, par exemple, si tu es en FIV, on va t'enlever un ovocyte, de ce que j'ai compris, pour le féconder et te le remettre. Donc là, c'est une opération déjà un peu plus, peut-être qu'il y a un peu plus de risques. Moi, de ce que j'ai compris, avec les mots que je comprends, je vais aller sur la gynéco, on va me mettre une pipette, on va me la rentrer, on va me mettre le sperme où il faut, et puis, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait voilà, après, oui, j'imagine sans doute des affaires indésirables à la prise peut-être au Vitrel par exemple, ça te déclenche je sais pas, des migraines ou j'en sais rien, là je parle vraiment mais en tout cas on t'a pas alerté sur on m'a pas alerté sur un truc une potentielle gravité du truc. Non. Et du coup après cette insémination, est-ce que tu as des consignes, tu vois, moi souvent dans les films un peu romancés comme ça, où la personne qui est un peu dans son coin va aller demander à un copain une boîte, un petit flacon de sperme, et va dans son salon mettre les jambes en l'air, machin. C'est une utopie et une connerie surtout absolue, ou est-ce que ton gynéco te dit après, une fois que tu rentres chez toi, il va falloir que tu te reposes, je sais pas encore du coup, parce que je pense qu'on me le dira quand ça arrivera, donc à date je sais pas, ce qu'on m'a juste dit, c'est que fallait que je sois très disponible dans ma vie au moment où on va commencer, parce que du coup en gros tu préviens le sécos le premier jour de tes règles, tu leur dis j'ai mes règles, donc je voudrais que vous mettiez à disposition des paillettes. Ensuite, un certain nombre de jours après, on te fait échographie et prise de sang pour voir où en est ton ovulation. Et en fait, après, on te fait ça tous les 48 heures. Donc c'est quand même ultra sauf précis. Sauf si la première fois qu'on te le fait, c'est déjà l'ovulation. Et du coup, voilà. Mais sinon, toutes les 48 heures, il faut aller à l'hôpital. Et potentiellement, on te dit, là, l'insémination, il faut revenir dans 4 heures parce qu'on pourra vous la faire à 4 heures. Donc, moi, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que par contre, du moment où on se lance, il faut que j'ai une disponibilité maximale pour que ça fonctionne bien, tu vois. Donc c'est quand même un sujet aussi, tu vois, de dire, c'est-à-dire que non seulement ça a une implication encore une fois physique, émotionnelle, mais en plus en termes de temps passé sur une durée plus ou moins longue, il faut que tu sois presque pleinement dédié à ça, quoi. C'est vrai que moi j'ai la chance de travailler à mon compte, d'organiser mon emploi du temps comme je veux. Mais par exemple, quand tu es salarié avec des horaires classiques, c'est compliqué. La loi dit que quand tu as un parcours PMA en France, l'employeur doit te laisser partir à tous tes rendez-vous. Bon à savoir. Après, sur le papier, tout dépend de tes employeurs, je pense. In fine, ils peuvent pas t'en empêcher, mais bon, ils peuvent aussi te mettre... c'est ça. Et puis surtout, est-ce que tu as envie de dire à ton employeur que tu as un parcours PMA ? C'est aussi... Donc, la loi dit ça. Moi, l'avantage, c'est que comme je travaille pas à temps plein et que je fais mes heures comme je veux, et dans tous les cas, je peux être dispo quasi tout le temps. Et puis, en fait, je vais me le noter. Moi, j'ai des cycles très réglés. Donc, à partir du moment où je commence mes insèmes, je vais me noter que les 4-5 jours où ça peut être mon ovulation, je prévois pas de rendez-vous, je prévois pas... tu vois, je vais faire mon planning en fonction. Ce qui est un vrai luxe aussi. Mais c'est bon à savoir, c'est important de savoir, tu vois, j'avais pas forcément en tête l'implication en termes de temps que ça pouvait demander. Déjà, même là, les rendez-vous, tu vois, faut être sur place à chaque fois, c'est pas des visios. Donc moi j'habite à côté, ça va, mais il y a des femmes qui vivent même pas en région parisienne, tu vois, donc pour le coup, et puis en plus il y a des rendez-vous, on te fait venir, c'est pour 3 minutes, tu vois. Puis j'imagine qu'on te les impose, les horaires, tu reçois aussi des convoques où on te dit, tiens, voilà, dans le cadre de son parcours, vous avez 6 rendez-vous, les 6 rendez-vous ont lieu à tel moment. Moi on m'a donné les dispos et comme je pouvais tout le temps, j'ai dit oui. Après j'imagine que tu peux dire que t'es pas dispo, mais par contre dans ce cas c'est au risque d'attendre encore plus longtemps, quoi. Voilà. Je sais que par exemple les rendez-vous tôt le matin sont très prisés. Et que moi justement vu que je pouvais être disponible n'importe quand, j'ai eu par exemple un rendez-vous psy plus rapidement que si j'avais dit je veux que des rendez-vous avant 10h le matin,
parce qu'il faut que j'aille travailler après, quoi. Ouais. Donc, ah, mais bon à savoir l'aspect logistique qui dans plein de choses a un impact, mais là d'autant plus je pense ok. C'est ça, je pense qu'il faut être vraiment pleinement dédié à ça une fois que tu es vraiment dans le, dans le processus, quoi. À toute heure presque. Ok, donc là les next steps, donc tu es dans tes rendez-vous et puis ensuite tu auras ce parcours là. Est-ce qu'on peut aborder ta vision, moi qui m'intéresse, sur, du coup j'imagine que tu t'es déjà posé des questions, tu en parlais en introduction sur comment tu imagines cette vie de maman solo, en tout cas au début, tu disais que t'étais pas, en plus tu sais pas de quoi demain est fait, potentiellement au moment où tu tombes enceinte, le lendemain tu trouves on sait pas. Comment toi tu imagines ce truc, est-ce que tu l'imagines déjà, est-ce que tu as une vision, des envies, des peurs Ça me fait pas peur parce que je sais que c'est la bonne décision. Après, je sais que les premiers mois, années vont être sans doute assez difficiles. Je sais aussi que je suis entourée. Par exemple, je sais déjà que c'est ma grande sœur qui sera avec moi à l'accouchement, si tout se passe bien. C'est un vrai sujet, ça, le suivi de la grossesse. Ouais. Comment tu vois, je sais que ma grande sœur m'a proposé de s'installer chez moi quelques semaines avant mon terme. Et puis, du coup, de rester avec moi les premiers jours aussi. Bon, après, il faudra que sa vie à ce moment-là le permette aussi, mais en tout cas, idéalement, c'est le projet. En fait, c'est un peu bizarre parce que moi, à Paris, j'ai pas de famille. Mais Paris est central pour toute ma famille. C'est pour ça que je reste à Paris d'ailleurs. C'est que j'ai de la famille à Marseille, à Nancy, à Quimper, à Bordeaux. Donc Paris, c'est le point de chute. Et du coup, c'est pour ça que je prends la décision de rester à Paris en me disant que ça reste assez facile pour tout le monde de venir me voir. J'ai beaucoup d'amis à Paris aussi. J'ai conscience que quand t'as un enfant, c'est pas forcément les amis qui sont le plus là. Enfin, ça dépend en tout cas, voilà. Mais je sais que je suis pas seule, tu vois, dans les faits. Et après, je pense que je vais apprendre comme tout le monde, tu vois. Enfin, en fait, il y a beaucoup de mamans seules qui s'en sont très bien sorties. Voilà, moi, il faut juste que je sache que j'ai des personnes de référence que je sais qui peuvent être là si j'ai besoin d'aide, et je sais que ce sera le cas, tu vois. Et après, écoute, de toute façon, je pense que chaque enfant est déjà tellement différent. À tout moment, je vais avoir un enfant qui fait ses nuits directes. Donc, je serai... et puis, à tout moment, je vais avoir un enfant qui dort absolument pas, et je vais avoir besoin de plus de soutien. Enfin, tu vois... c'est pour ça que je me projette pas trop, juste que j'ai conscience, c'est que je fais un métier qui me permet d'organiser mon temps facilement, donc ça va être un gros plus quand même. C'est que même quand je vais reprendre le travail, je vais pouvoir organiser mes horaires assez facilement, contrairement à quelqu'un qui a un métier classique. Donc déjà ça aide dans le cas quand t'es maman solo. Je pense que voilà, c'est une aide d'avoir un métier qui est flexible. Donc ça, et après... En fait, je me projette pas trop parce que je pense que quand tu as des projections, dans tous les cas, tu sais pas comment ton enfant va être. Oui, surtout à ce sujet-là, c'est tellement un truc qui est incertain, imprévisible. Enfin, après, techniquement, dans les faits, tu te fais toujours plein de films en disant il va être comme ci, comme ça. Ou moi, à l'inverse, moi, je serais ce genre de maman, je ferais ce genre de choses et je lui parlerais de telle façon. Et in fine, en effet... Tu vois, par exemple, je me suis toujours dit que je voulais pas allaiter. C'est un truc qui m'attire pas. Et là, maintenant, je me dis, attends, en fait, si j'allaite, c'est peut-être plus simple parce que la nuit, t'as pas à te lever, faire le biberon, je serai toute seule, il y a que moi qui gère. Je veux aller me promener avec mon enfant, j'ai que mon sein à amener, tu vois. Donc, je caricature, mais je me dis qu'en étant seule, au final, c'est peut-être plus simple d'allaiter. Et puis, j'ai des discours de gens qui me disent que les bébés allaités dorment moins, se réveillent plus parce qu'ils ont plus besoin. Donc je me dis, du coup, en fait, si je donne le biberon, peut-être que mon bébé il fera des nuits. Enfin, tu vois, en fait, t'as tellement de discours différents que je vais aussi voir comment je le sens. Est-ce que, je pense que je tenterai l'allaitement, mais est-ce que ça va marcher sur moi ou pas, j'en sais rien. Exactement, tu vois, en fait, je veux pas trop me projeter sur des trucs précis, parce que j'ai l'impression que pour certaines copines qui l'ont fait, c'est pas comme ça que ça... tu vois, donc c'est pour ça, et puis comme je te dis, on me donne des avantages à allaiter quand t'es seule, mais on me dit aussi que les bébés allaités dorment moins, donc tu vois, voilà. Oui, non, mais il y a des pour et des contre partout. Et encore une fois, ça dépendra de la personnalité, du mood de ton... Ce que je voulais, par contre, tu vois, un peu en termes d'organisation, c'est que je voulais avoir déménagé dans un appartement avec 2 chambres avant de tomber enceinte, pour ne plus avoir ça à gérer, ce que j'ai fait. Et tu l'as fait dans cet objectif-là, du coup? Oui, parce que vu le prix du loyer en étant seule, je t'assure que c'est dans l'objectif. Peut-être que... mais tant mieux si t'as une trop belle situation. En août, je me suis dit, je commence à chercher. L'objectif, c'est que fin d'année, j'ai déménagé. Sauf que moi, je suis à mon compte, seule, sans fiche de paye. Meilleures conditions pour trouver un appart à Paris. Donc l'enfer pour trouver un appart à Paris. Et en fait, j'ai commencé à chercher pendant les JO et c'était la meilleure idée parce qu'aucun Parisien à Paris. J'ai visité 3 apparts, les 3 étaient pour moi.
Enfin, vraiment... et en plus, depuis, j'ai jamais enlevé les annonces sur l'application. Il n'y a plus d'annonces. Parce qu'en fait, l'agent immobilier m'a dit, normalement, les annonces de chambres, on les met même pas en ligne parce qu'en fait, on a déjà une liste d'attente. Et sauf que là, c'était la meilleure période. C'est que Paris était désert. Tous les Parisiens quasiment ont déserté. Déjà, mois d'août, en général, c'est calme. Et vraiment, j'ai pu choisir mon appartement. C'est que j'en ai visité 3. Les 3 étaient pour moi. Et donc tout se goupille très bien quand même dans ton histoire, j'ai l'impression que les petits obstacles comme ça sont écartés. Mais surtout que c'était un peu le stress pour le coup, tu vois, parce que je vivais dans un 35 mètres carrés. Il y a des parents qui ont des enfants dans un 35 mètres carrés, ça aurait été possible, mais moi déjà je travaille où je vis, donc j'ai déjà pas cette limitation d'espace. Et donc je me suis dit, si en plus j'ai même pas la limitation d'espace avec voilà. Et donc c'était pour le coup c'était une vraie volonté, tu vois, d'avoir une deuxième chambre, aussi parce que dans une optique de j'ai conscience que je vais quand même avoir besoin d'aide, donc je vais devoir héberger des membres de ma famille puisque personne n'habite à Paris. Donc là au moins chacun a un peu son espace. Voilà, dans l'ancien appart, si j'avais dû avoir le bébé plus héberger quelqu'un, plus ton bureau, plus c'est ça, ça devenait compliqué, quoi. Ok, et donc t'as quand même anticipé tout cet aspect logistique. Je te sens quand même hyper c'est aussi très concret et factuel dans ton esprit, c'est à dire que tu te projettes à la fois sur l'après, en même temps t'es dans le pendant, enfin il y a une espèce de mix que je trouve hyper t'es hyper, encore une fois, hyper factuel sur ce truc-là. Tu le prends avec, il y a des étapes, il y a des trucs. Un enfant, il faut faire la place pour te dire, moi, quand je rapporte à mon histoire, alors que sur le papier, rien de compliqué, j'ai un mec, machin, on était tellement 1000 fois plus à l'arrache. Et ça, encore une fois, résonne avec ce que tu disais sur putain, mais tu vois, on devrait faire passer tous ces trucs-là à tous les parents du monde. Genre, tu devrais avoir une espèce de checklist obligatoire. Et toi, en fait, t'es comme une prépa physique avant de faire un marathon. Toi, t'as ça, mais avant de faire un enfant, quoi. Mais en fait, moi, déjà, c'est une question de personnalité. Je suis très organisée dans ma vie. Et surtout, étant quelqu'un de très anxieuse, la seule façon d'être sereine, c'est de prévoir tout. Enfin, d'organiser tout. Et c'est la seule mais sur tous les sujets, hein, que ce soit pro, que ce soit... de faire des listes pour tout, par exemple, moi je déteste les surprises. Alors je sais que quand on aura un enfant, ça sera plus compliqué, mais c'est que moi demain je rencontre un mec qui me fait des surprises, mais je déteste ça m'angoisse. C'est genre non, en fait je veux qu'on sache où je pars en week-end, je veux j'ai des problèmes de santé quand même au niveau du ventre assez important, et donc pour moi je dois dès que j'anticipe les départs en week-end, il faut que je sois sûre d'avoir mes médocs, mes machins, mes trucs. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que dans la vie, je suis toujours très organisée. T'as pris des réflexes parce que en fait, c'est vite la panique, sinon pour moi, voilà. Donc, de ce fait-là, c'est vrai que je prévois tout, j'organise tout. Mais c'est par exemple, tu vois, c'est souvent des trucs qu'on m'a reproché, même dans mes relations de couple ou quoi, en mode, putain, mais Lucie, il n'y a pas d'espace à l'imprévu avec toi. Alors... ma vie va changer avec un enfant, j'aurai pas le choix que de faire de la place à l'imprévu, mais au plus je contrôle, au plus je suis sereine. Ça fait partie de ton fonctionnement, quoi. C'est un besoin. C'est ça. Ce qui est chouette, j'aimerais être un peu plus comme ça. Mais ok, donc l'appartement, le mood, les proches aussi. Ça, pareil, en effet, je pense que c'est un vrai sujet. Tu vois, typiquement, moi, du coup, qui suis maman et qui a un papa qui est plutôt... Enfin, il n'y a pas de papa aidant, maman aidant. J'ai l'impression d'être presque plus aidante que lui dans le discours habituel qu'on a. Je sais que pour moi, par exemple, je me serais pas projetée sans lui parce que je me serais dit juste je suis pas capable, tu vois. Genre, je l'aurais fait et je le fais et machin, mais en fait, juste c'est trop dur, tu vois. Je me dis putain, mais la charge mentale et l'implication que ça a, une espèce de pression que j'avais l'impression de pas être capable d'assumer seule. Et donc une espèce de réassurance pour moi monstrueuse d'avoir mon mec qui à l'inverse prenait sa place et était juste là. Est-ce que toi, et encore une fois dans le discours que j'entends, j'ai l'impression que je connais la réponse, mais est-ce qu'à un moment donné, ou même là au fur et à mesure de ta réflexion, c'est des trucs auxquels tu penses en te disant putain mais attends, ok sur le papier, mais en fait est-ce que je vais y arriver ou est-ce que t'es juste convaincu que ça va aller ? Franchement, je sais que ça va aller. Je sais que ça va être dur, mais que ça va aller. Et pour moi, après, je sais que je suis un peu extrême quand je dis ça, mais j'ai presque l'impression que ça va être plus facile parce que tout dépendra que de moi. Enfin, et de mon enfant. Mais tu vois, je veux dire, c'est que en fait, pour les décisions liées à l'éducation, je choisis. Enfin, tu vois, pour c'est fluide. des trucs cons, mais le prénom, genre déjà. Enfin, genre, hop, allez, alléluia. Le prénom, les vêtements, et les voilà, cadeaux. tu vois.
en fait, toutes les décisions viennent de moi, donc pour moi, c'est presque plus simple et plus rassurant. Après ça, j'avoue qu'il y a un côté, du coup, contrôle fric, quoi, tu vois, mais c'est ma personnalité. Sens, et du coup, bah, je me dis, mais en fait, écoute, je pourrais pas reprocher à quelqu'un de mal faire avec mon enfant, puisque de toute façon, je décide. Tu vois. Donc pour moi, je le vois presque plus comme un truc. C'est une opportunité. Et puis honnêtement, enfin, je le redis, mais quand je vois certaines copines avec leur mec, je me dis, mais. Moi, je suis très bien comme ça. Je me dis, mais ça leur facilite encore moins la tâche, quoi. Enfin. Je suis d'accord avec des toi. Fois, c'est. Non, mais c'est vrai que quand tu disais en introduction, quand tes potes te disent, bah, toi, la chance que t'as, c'est que t'auras pas la charge du mec. Alors, c'est encore une fois pas une vérité générale, même si on a quand même beaucoup de schémas. En fait, complètement. Je pourrais donner l'éducation que je veux à mon enfant. Je pourrais m'organiser comme je veux avec mon enfant. C'est que ce sera mes choix. Et ça, j'aime beaucoup, j'avoue, tu vois, cette idée-là. Mais à nouveau, tu vois, que les gens se disent pas que je suis inconsciente et que je me rends pas compte de ce que ça va être. Je sais que je vais en chier, enfin, tu vois, c'est pas... Peut-être pas, mais je me pars plutôt du principe que ça va être dur, comme ça, un changement, tu vois. Et typiquement, parce que je pense quand même qu'il y a des fois où, encore une fois, pour l'avoir vécu, je pense qu'il y a des fois où t'es juste pas certaine, tu vois, même si t'as tes convictions, t'as tes trucs... En fait, c'est tellement nouveau dans une vie, et en fait, c'est juste une personne, un mini-bout, ou juste une personne qui grandit face à toi, qui vient un peu te challenger sur, tiens, j'avais des convictions profondes, et en fait, putain, maintenant que je le vis, je me rends compte que ceci, cela. Est-ce que toi, tu vois, tu parlais de ta grande sœur ou de ta sœur pour l'accouchement, est-ce que tu sais que tu auras une personne de référence où tu diras, je sais que quand j'aurai un doute, un questionnement, un truc à creuser, je sais que cette personne, elle sera identifiée comme... ma soupape de décompression par rapport à la parentalité, ou est-ce que tu te projettes juste encore une fois seule Non, pour le coup, je me projette avec de l'aide, mais pas d'une personne, tu vois. Ma sœur vient de devenir maman, donc je sais que je pourrais me tourner vers elle. Mes parents ont été des très bons parents, je trouve, donc tu vois, par exemple, quand je vois ma maman, mais même mon père, hein, mais pour le coup, j'ai plus vu ma maman avec son petit-fils parce que j'ai déjà été avec elle le garder. J'ai zéro doute sur le fait que, enfin, tu vois, je peux lui faire confiance et qu'elle, voilà. Des amis aussi, enfin, tu vois, mon ancienne coloc, Mylène Thibounet, qui a 3 enfants, donc je sais que, tu vois, si demain j'ai des questions, elle pourra elle en a 3 en plus, donc, tu vois, voilà. Elle aura vécu, elle tu vois, j'ai une autre de mes meilleures amies, Lou, qui a un enfant de 2 ans aussi, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui ont de vrais amis, quoi, pas juste des potes qui ont des enfants, et donc tu vois, c'est pas une figure de référence, mais c'est plus je sais que je pourrais me tourner vers du t'as un cercle, quoi. Exactement. Ça, je pense que c'est précieux, c'est un peu, moi je trouve, encore une fois, avec le recul dans ton histoire, je pense qu'il y a 2 points, moi, qui ressortent et que je trouve hyper admirable. C'est ta solidité. Franchement, je me dis juste, sur des choix aussi difficiles, enfin, tu vois, je pense que t'as toujours une espèce de part de toi où tu dis, putain, mais socialement, non, mais en fait, c'est pas la solution la plus simple, et en effet, il existe d'autres solutions. Tu pourrais très bien, encore une fois, aller rencontrer un gars et te dire, bon, bref. Et donc, t'es solide, t'es sur tes appuis, tu vois, en mode, je suis convaincue que ça se passera comme ça et c'est mon chemin. Ça, déjà, je trouve que c'est assez hyper inspirant. Et le cercle que t'as autour de toi, qui, je pense, dans ces situations, fait un petit peu la différence. Tu vois, maman solo, PMA solo, peu importe le parcours, in fine, quand tu vis une épreuve... C'est très beau la maternité, machin, mais c'est une épreuve dans le sens où, tu vois, t'as des challenges, machin. Je pense que c'est juste la clé, et j'ai l'impression que t'as un peu ces 2 trucs, toi, qui viennent c'est ton bouclier, tu vois, c'est ton armure. Carrément, et puis je suis aussi consciente que j'ai un mode de vie déjà actuel, ce qui va changer, certes, mais tu vois, je suis très casanière. Je sors pas beaucoup, enfin, tu vois, je vais pas dire adieu aux sorties en boîte tous les week-ends parce que je sors pas. Tu fais pas de concessions, de sacrifices pour ta maternité. J'ai un rythme de vie déjà où je me couche tôt, enfin, tu vois, ça va être un grand chamboulement, c'est certain, mais c'est pas non plus... Tu vois, par exemple, ma sœur qui vit à Paris, donc ils se sont déménagés avec Bordeaux avec son copain, et ils ont eu ce projet de bébé. Pour le coup, eux, c'était des gros fêtards et tout. Tu vois, avoir un enfant, c'était pour le coup un changement de vie. Tu vois, ils étaient tout le temps à droite, à gauche, ils sortaient énormément et tout. Moi, ça fait déjà quelques années que, en vrai, ta vie a évolué, que tu vois, je suis pas fêtard, je suis pas, enfin, tu vois, là, j'ai fait mon anniversaire samedi soir, je voulais une soirée posée avec mes meilleures amies à papoter, et limite, c'était elle qui était gênée qu'on danse pas, qu'on écoute pas de musique, et j'étais là, non, mais moi, genre, je suis bien là, comme ça, à papoter, enfin, tu vois, donc j'ai conscience que, du coup, ça va pas non plus être un énorme changement de mode de vie, dans le sens où je suis déjà...
très j'aime être chez moi, tu vois, si je sors 2 soirs dans la semaine, j'ai déjà l'impression que c'est le bout du monde, donc t'as besoin de 3 semaines pour t'en remettre. Du coup je vais pas être frustrée de ça, parce que c'est vrai que l'avantage quand tu es deux, c'est que la mère peut quand même continuer parfois à avoir ses sorties, ses machins, parce que le papa prend le relais. Bon, moi, il n'y aura pas de relais, donc j'ai conscience de ça aussi, tu vois. Donc c'est aussi, encore une fois, lucide sur l'état de ta vie aujourd'hui et l'état de ta vie demain, qui effectivement, au vu de ce que tu me dis, n'aura pas un delta monstrueux. Et c'est vrai que je pense que c'est une frustration, et moi, quand encore une fois je rapportais mon histoire, je pense que c'est le plus gros point de tension, entre guillemets, c'est le fait d'être deux permet effectivement d'avoir cette soupape de décompression. Tu te dis, tiens, je vais boire un verre, je vais faire un truc, j'ai machin, et encore... être deux ou à faire appel à une nounou, machin, il y a juste 1 million de solutions, quoi. C'est juste que moi, ça me semble être le plus simple parce que c'est ce que je connais, mais encore une fois, il n'y a rien qui est impossible. Donc, tu vois, même moi, je suis en train d'enlever un peu mes billets au fur et à mesure qu'on discute, en me disant, putain, mais attends, à deux, c'est quand même plus simple pour trop de raisons. Ouais, mais en fait, en effet, si tu vas aller boire avec une copine, soit ton mec, ta mère ou une nounou qui le garde. C'est ça. Et je pense, mais après, c'est pareil, tant que tu le vis pas, je me rends pas compte. Mais des témoignages que j'entends, que les mamans solo ont quand même plus de facilité aussi à laisser leur enfant parce qu'elles ont besoin de ce relais-là. J'ai pas le sentiment, peut-être que je me trompe, que je pense que j'arriverai aussi. En fait, j'ai tellement de gens dans mon entourage à qui je fais confiance que j'ai pas le sentiment que ce sera horrible pour moi de faire garder mon enfant à que ce soit ma maman, que ce soit ma sœur, que ce soit mes meilleures amies. Après, ça se trouve, à nouveau, là, moi, dans quelques années, dire ah non, je peux pas, tu vois. Mais il a 7 ans, mais non. Mais de l'image que j'en ai, j'ai conscience que si je veux garder mon équilibre, va falloir aussi que j'arrive à de temps en temps laisser mon enfant en garde. Et aussi, tu vois, un truc que toutes les mamans solo recommandent, j'ai l'impression, c'est s'il y a un luxe à se payer, c'est une nounou de nuit, une fois de temps en temps, mais qui vient chez toi et t'es là, mais juste tu mets tes boules caisses, tu prends un somnifère, tu dors et elle gère, tu vois. Et vraiment, tous les témoignages que j'ai, pour le coup, c'est s'il y a un luxe à se payer, c'est ça, c'est genre qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais sur une nuit, quelques fois dans le mois, tu vois. Que tu puisses te reposer. Avoue que moi, ça me semble être la plus grande complexité, encore une fois, avec mon histoire, et je pense que les parents, de façon générale, sont un peu traumas par le sujet du sommeil, en disant, mais tu vois, si c'est pas moi, enfin, on fait un relais jour 1, jour 2. Maintenant, avec le recul, moi qui ai allaité, je me dis que le fait d'avoir eu mon mec, c'était une pression supplémentaire, parce que je me disais, putain, il faut pas que ce soit moi, est-ce que c'est toi, t'y vas, je bouge pas. En effet, quand t'es tout seul, en fait, tu te poses même pas cette question, c'est juste, en fait, c'est mon rôle, j'y vais. Et t'as pas ce truc, cette espèce de frustration, elle pourra pas se réveiller à ma place, machin. Donc encore une fois, même moi je suis en train de me dire, attends, en fait, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que ça t'enlève, en fait, voilà, t'as jamais besoin de l'avis de l'autre personne, quoi. Enfin, tu vois, c'est toi et faut voir basta, le verre à moitié plein là-dedans, et je pense qu'aussi, en effet, ça a certains désavantages, ça a aussi plein d'avantages, et l'un dans l'autre, l'équilibre est complètement pas déconnant, et je pense que quand on a une idée hyper précise de la parentalité traditionnelle et qu'on vient un peu déconstruire tous ces biais, putain, en fait, il y a une réponse à toutes les espèces d'idées reçues que tu as en face. Il y a juste factuellement, voilà comment ça peut se passer. Et en fait, ça peut être simple, je pense. Enfin, simple. On s'entend avec un enfant. Oui, mais je pense qu'en fait, ça te rajoute des difficultés à des points que toi, tu as jamais imaginé parce que tu n'as pas eu cette situation. Mais par contre, ça en enlève aussi beaucoup, tu vois. Ouais, c'est juste un autre c'est juste que je pense que les difficultés sont situées à un autre endroit du curseur, tu vois. Complètement. Mais t'as pas, déjà juste la validation, tu vois, de se mettre d'accord sur tout. Déjà, t'enlèves ça. Je pense que quand tu prends dans des couples qui ont des enfants, je pense que beaucoup des tensions, c'est lié à est-ce qu'on lui autorise à faire ça, est-ce que si, est-ce que ça, enfin, tu vois. Et là, déjà, t'enlèves cette partie-là. Mais... Non, c'est clair. Et je me posais une autre question, pour revenir sur un autre sujet, tu parlais du fait que tu t'en parlais très librement dans tes rencontres, et ça c'est vraiment ma curiosité personnelle. Typiquement là, les mecs ou les meufs que tu peux rencontrer aujourd'hui, amis, relations amoureuses, bref, quand tu leur en parles, c'est quoi la première réaction? Tu vois, est-ce que les gens sont un peu waouh, ou à l'inverse, trop cool, raconte-moi majoritairement, qu'est-ce que t'as? Majoritairement, c'est trop cool, raconte-moi. Et même avec les mecs des applis et tout, tu vois. Moi, je m'étais dit, mais à chaque fois que je vais dire ça, on va supprimer le match, quoi. Tu sais, genre, je vais voir. Je n'ai rien vu, ciao. Et en fait, franchement, globalement, je pense que le fait d'être très honnête, du coup, c'est assez apprécié. Je pense aussi que, passé 30 ans, je rencontre aussi des mecs qui ont déjà eu une vie, qui ont potentiellement parfois déjà des enfants et tout, donc qui peuvent l'entendre, quoi. Qui l'entendent, tu vois.
On est dans une génération quand même où se poser, ça reste compliqué pour plein de... Je prends l'exemple, je rencontre un mec sur Internet il y a 2 jours. Et c'est moi qui fais le pas vers lui en lui disant que j'aimerais faire connaissance, qu'il me plaît. Et il me répond, mais moi, tu sais, je me suis séparée il y a quelques mois, je veux pas me poser. J'ai répondu, bah moi, t'inquiète, dans 4 mois, je suis daronne, donc c'est pas le... On est sur la même longueur d'onde. Et du coup, genre, je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Ah bah trop cool, du coup, enfin, tu vois, genre... On se rencontre quand ouais. Et en fait, c'est pas si compliqué à partir du moment où... moi, je veux pas me poser aujourd'hui. Pour autant, tu vois, dans ma sexualité ou quoi, j'aime pas les one-shots, ça m'intéresse pas. Donc, dans tous les cas, je veux quand même, tu vois, si je fais des rencontres, que ce soit un truc un peu suivi, mais sans ce côté couple. Engagement long terme. Engagement, parce que ce serait pas le moment pour moi. Ouais. Et en fait, tu sais, à Paris, je caricature sur Paris, parce que je pense qu'à Paris, on se pose encore plus tard qu'en province. Oui. Mais il y a plein de mecs que ça arrange bien. Ils se disent, ah bah au moins je suis sûre qu'elle va pas. Bah oui, enfin, tu vois, genre. Les envies du moment, très voilà. bien. Et au final, je me rends compte que c'est pas tant un frein. Et puis même, tu vois, si demain c'était pour me. Moi, j'ai aussi des belles histoires. Tu vois, une connaissance que j'ai qui a rencontré sa femme, elle venait d'accoucher. Bah, au final, il a adopté l'enfant après. Donc, il y a aussi des belles histoires. Enfin, je pense pas que ce serait un biais pour vraiment rencontrer quelqu'un. Tu vois, j'ai un ex à moi qui avait 2 enfants. Moi, ça n'a jamais été un sujet. Bah, je sais que dans l'autre sens, je vais sans doute un jour rencontrer un mec pour qui ce ne sera pas un sujet non plus. Enfin, tu vois, et puis, si c'est pas le cas, si bah, ça c'est pose que c'est pas la bonne personne. Mais donc, du coup, non, quand j'en parle, franchement, au contraire, c'est plutôt des gens qui sont curieux, mais positivement. Ça fait pas peur, quoi. Tu sens pas une espèce de... Tu vois, sur les applis de rencontre, le fait de dire que je suis influenceuse est bien plus un frein que le fait de dire que je vais avoir un enfant. Parce que par contre, dans 90% des cas, quand je dis que je suis influenceuse, là, le match, il est vraiment supprimé, tu vois. Parce que les gens ont peur. Tu fais peur. C'est ça. Et du coup, tu vois, c'est plus un frein, ça, que de dire que je suis en parcours PMA, au final. Pourtant, tu vois, et d'ailleurs, là, tu vois, encore, avec le mec d'il y a 2 jours, je fais des screens de la conversation pour montrer à ma meilleure pote. Elle me dit, ah ouais, mais toi, t'es cash. Je dis, bah... déjà, je vais lui donner mon Insta, il va voir tous les posts, ça parle de ça. Ça évite de perdre du temps. Enfin, tu vois, moi, c'est ça ma situation. Est-ce que ça te convient ? Oui, très bien. Non, et bah on perd pas 3 heures à discuter. C'est pas genre un truc que tu peux au détour du... Au fait, c'est quand même une partie prenante. Donc, non, moi je suis hyper cash. Et même, enfin, tu vois, mes potes, mes amis, enfin, à chaque fois que je le dis... c'est pas... Mais après, moi, les gens ont l'habitude que je sois sans aucun tabou, tu vois. J'ai toujours parlé de tout librement. Donc je pense que c'est dans ma personnalité aussi. Et puis, en fait, j'ai toujours parlé librement, pour mon entourage, du moins, de tout le cheminement. Donc, en fait, il n'y a jamais eu vraiment d'annonce. Tu vois, c'est pas un ça a été naturel. De je veux un bébé et je vais le faire toute seule. Oui, c'est en plus, comme tu dis, c'est un truc que tu as visiblement toujours ressenti, donc c'est pas non plus un truc ça a surpris personne. Et même quand je l'ai annoncé sur Insta, pour le coup, aux abonnés qui me connaissent pas personnellement, j'ai eu tellement de messages en mode j'étais sûre que t'allais le faire. Enfin, tu vois, je veux dire. Ça me surprend pas. Ça a pas été le truc. C'était cohérent avec tout mon discours depuis des années, quoi. Est-ce que, peut-être pour terminer là-dessus, si tu devais donner un conseil aux personnes qui sont dans cette démarche mais qui n'ont pas, moi les 2 points que je trouve ultra remarquables chez toi et qui je pense sont une force, donc la solidité et le cercle, si des personnes nous écoutent et sont en train soit de se poser la question, soit en train d'entamer la démarche sans ces deux choses-là, est-ce que on peut leur dire quelque chose pour leur donner des petites pistes pour vivre le truc un peu mieux, un peu plus sereinement? Est-ce que tu penses à des choses? Bah déjà, de ne pas en faire un tabou, en fait. D'en parler autour de soi, parce que moi, c'est en parlant autour de moi que j'ai pris connaissance de ce groupe WhatsApp, que j'ai pris connaissance de femmes qui l'ont fait, mais même si c'est à l'étranger, dans tous les cas, c'est le même... Enfin, je veux dire, elles sont maman solo aujourd'hui. Et en fait, au plus t'en parles, au plus t'as des témoignages, et au plus ça t'aide. Et pour moi, c'est vraiment la liberté d'expression, de communiquer. Mais moi, j'en parle même, par exemple... Je peux en parler avec mes clients au travail et ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours hyper intéressants, tu vois, alors qu'en soi, je lâche pas ça en pleine réunion quand ça n'a pas de sens, mais tu vois, t'es sur un déj informel, tu parles, machin. J'en parle tellement librement que c'est ça qui m'a permis d'avoir plein de retours et de témoignages et de comprendre comment ça fonctionne. Et pour moi, c'est vraiment la clé, mais en fait, pour moi, c'est la clé sur tous les sujets de la vie, communiquer. Ça démystifie les trucs, t'as l'impression que c'est moins, en fait, c'est moins un sujet, c'est juste ta réalité et tu la partages. Ça. Ok. Donc, et après, si j'ai un autre conseil aussi, c'est qu'en France, le parcours est très long. Et moi, ce que je dis souvent, c'est
t'as un doute, inscris-toi. T'auras 1 an de toute façon avant ton premier rendez-vous, avant de ça. Parce qu'une fois que t'es vraiment sûre, c'est long l'attente. Donc moi, ce que je dis toujours aux filles qui se questionnent un peu, je dis, tu sais quoi, inscris-toi, t'inquiète que si tu l'annules, annule ton rendez-vous par contre, parce que vu le nombre de gens qui attendent, voilà. Mais t'inquiète que si t'annules ton rendez-vous, ils vont très vite le remplacer. Enfin, annule pas 48 heures avant, t'essayes de te dire, voilà, mais je veux dire, au moins, t'es dedans et... Puis même une fois ton rendez-vous pris, ça n'engage à rien, je pense qu'en plus, tu vas moi, si demain je veux me retirer, je me retire, hein. C'est juste que j'aurais pris, entre guillemets, les rendez-vous qui auraient pu être destinés à quelqu'un qui va au bout. Mais bon, dans tous les cas... je veux dire, il y a aussi des femmes qui sont en parcours et puis qui rencontrent un homme et qui finalement arrêtent. Enfin, tu vois, c'est pas... Oui, il n'y a rien qui est figé, mais il faut se lancer. Parce qu'il faut partir du principe que voilà, ça va être long. Donc, et encore que Paris, c'est plus long que certaines villes. Moi, ça va. Moi, ce qu'on m'avait dit, à peu près, mais les délais sont de plus en plus longs, surtout depuis que c'est plus 100% anonyme, parce qu'il y a moins de donneurs. Donc, du coup, forcément... c'est que moi ce qu'on m'avait dit c'est Paris t'as 2 ans d'attente et province t'as 1 an et demi, mais à nouveau c'est une grosse généralité et Paris au final tu vois ma première insémination elle va avoir lieu février-mars et je m'étais inscrite en juin donc un peu moins de 2 ans au final tu vois. Une bonne année et demie c'est quand même long quoi. Enfin, oui donc autant l'anticiper et prendre les infos qu'il y a à prendre. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage que moi à titre perso j'ai trouvé ultra intéressant. Et j'espère qu'on pourra se retrouver d'ici quelques mois ou quelques années pour parler de la maternité solo. Je te dis, bon, finalement, l'allaitement, c'était... J'ai annulé le projet parce que j'avais les seins en sang, c'était horrible. Bon, mais tout se passera bien parce que tu as aligné même les difficultés. Je pense que tu les savoures peut-être aussi différemment quand tu es passé par ces étapes, j'imagine. Finger crossed. Merci beaucoup. Vraiment. Et merci de ta bienveillance. Avec plaisir. Merci pour ta transparence. Et j'espère vraiment que ça pourra aider des filles et des mecs qui ont des gens autour qui peuvent être concernés ou qui sont en train de le vivre. Je pense encore une fois que c'est vraiment d'utilité publique. Donc mille merci Lucie. Mais merci à toi. Et finger crossed pour la suite, yes. C'est gentil, merci beaucoup.